C'est un livre qui a vraiment été pensé comme un chassé-croisé de plusieurs personnages qui ont des relations fortes mais différentes à la montagne et avec une ours qui a un peu l'esprit de la montagne en quelque sorte, qui est la figure centrale. L'ours a un statut très particulier d'animal liminaire qui est entre le monde des humains et des non-humains, qui est un frère de l'homme. Il peut se tenir debout sur ses pattes arrière, il a quasiment le même régime alimentaire que nous. Voyager, c'est aller à la rencontre de soi, comme du reste du vivant. Dès lors, qu'est-ce que le voyage dit de nos rapports au monde ? À l'heure où le monde bascule, entre crises politiques, sociales et écologiques, peut-on encore désirer de voyager ? Bienvenue dans le podcast De Vive Voix, le podcast qui questionne le sens du voyage et de ses usages au regard des enjeux de justice sociale et écologique. Moi, c'est Anthony, et 2 fois par mois, je donne la parole à celles et ceux qui s'interrogent sur la place du voyage dans nos vies et sur ses existences désirables pour aujourd'hui comme pour demain, afin que le voyage ne soit plus un appareil de la destruction du vivant et le miroir de nombreuses injustices et oppressions, mais plutôt un moyen de redéfinir les manières de se rencontrer et faire société. Avec Léa Rottinger du podcast Éco-Éclipse, nous sommes allés à la rencontre de Clara Arnaud, écrivaine et voyageuse. On revient ensemble sur l'écriture de son dernier roman, Et vous passerez comme des vents fous, qui nous a beaucoup marqués. Un livre dont le personnage principal est le Couserans, territoire pentu des Pyrénées ariégeoises. C'est dans ce territoire que l'on retrouve Alma, Gaspard et Jules, mais aussi l'ensemble des êtres vivants qui l'habitent. Notamment cette ours qui fascine autant qu'elle suscite la colère humaine. Pour Clara, la montagne n'est ni un terrain de jeu, ni une carte postale, mais un territoire à vivre. C'est cette tierce voie qu'elle nous propose d'explorer, en nous racontant l'histoire d'une vie pastorale. Un véritable voyage qui ne nous laisse pas indemnes et nous invite à nous questionner sur nos propres rapports au vivant. Clara revient également sur ses grands voyages et la diversité des cris qui en ont émergé. L'occasion de lui demander le sens qu'elle donne et le rapport qu'elle entretient avec le voyage dans sa vie. Belle écoute. Bonjour Clara, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Ça va chaud, non ? Il fait très chaud à Paris ce matin. Il fait très lourd effectivement, alors on est très heureux de te rencontrer aujourd'hui à Paris. Je dis on parce que je suis accompagnée d'Anthony Chambe du podcast De Vive Voix. Ça fait longtemps que vous voulez faire quelque chose ensemble. Bonjour Léa, bonjour Clara, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je suis venu aussi de Lyon pour rejoindre Paris pour pouvoir faire cette interview. Ça faisait effectivement quelques temps avec Léa qu'on avait envie de faire un épisode en commun. Donc ici c'est l'occasion pour parler de littérature et de voyage, un peu les 2 thèmes qu'on avait situés pour se retrouver sur un épisode. Ce qui est bien, c'est que ces 2 éléments sont des éléments forts de ton parcours, Clara. Donc on va pouvoir parler de ça. Oui, je dois dire que c'est Anthony qui m'a fait te découvrir, Clara, parce que je te connaissais pas avant, et ma porte d'entrée, ça a été ton dernier roman en date, Et vous passerez comme des vents fous, duquel on va pas mal parler aujourd'hui. Moi, je m'y suis plongée dans ton roman avec une avidité assez surprenante. Je m'y attendais pas parce que j'ai adoré ton écriture, que j'ai trouvée poétique. Immersive, on va y revenir bien sûr, mais surtout tu es écrivaine, mais tu es aussi une grande voyageuse, je dois dire. Avant tout, Clara, est-ce qu'on pourrait te demander de te présenter comme tu l'entends, avec tes propres mots ? Donc je m'appelle Clara Arnaud, je suis écrivaine, c'est ce qui me définit, d'ailleurs j'en discutais hier avec un ami, je pense parce que j'ai organisé ma vie autour de ça avant tout, c'est pas de décréter que ce qu'on écrit est d'une qualité supérieure ou d'en vivre ou pas. Maintenant il se trouve que j'en vis mais ça a longtemps pas été le cas. Mais l'écriture a été pour moi depuis près de 20 ans vraiment une colonne vertébrale au gré des déplacements géographiques, des expatriations, des changements de métier. Et aujourd'hui, c'est aussi devenu un métier. Et par ailleurs, effectivement, ma vie a été faite de beaucoup de voyages et des voyages au long cours, principalement à pied ou avec des chevaux, et des voyages d'une autre sorte qui sont des expériences d'expatriation où j'ai vécu 2 à 4 ans dans certains pays, comme la République démocratique du Congo et le Honduras. Sont ceux où je suis restée le plus longtemps, là pour des missions professionnelles. Donc c'est une autre manière de découvrir un pays que de s'y poser.
Et depuis quelques années, je suis aussi pyrénéenne d'adoption puisque je vis dans l'Ariège. Et effectivement, comme tu le disais, t'as beaucoup voyagé dans ta vie et t'as commencé à voyager tôt, notamment dès l'âge de 16 ans, seul, entré en Europe, puis au Québec à vélo. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir seul aussitôt et à voyager lentement? Alors mon tout premier voyage, je l'ai fait avec mon cousin. Donc j'étais pas complètement seule, même si il se trouve qu'il était très urbain et moi pas du tout, donc on se séparait assez régulièrement pour se retrouver. C'était l'époque des passes interrail, donc on a navigué de l'Italie à la Suède en train. Et après, effectivement, je suis partie seule au Québec. C'était des voyages de quelques semaines, hein, assez brefs, puis assez vite, il y a eu des voyages de plusieurs mois au Kyrgyzstan, en Chine. Qu'est-ce qui m'a poussée? Je pense que c'était vraiment de manière très simple, la curiosité. J'avais une curiosité très très vive pour le monde. J'ai commencé à apprendre le mandarin, le chinois à l'âge de 15 ans en troisième langue au lycée. J'avais de la chance qu'une option soit disponible, c'était assez rare à l'époque. Cette découverte de la langue m'a donné envie d'aller en Extrême-Orient, dans des cultures vraiment très très radicalement différentes. Je me suis toujours intéressée à ce qui m'est lointain. Ça m'intéresse d'aller voir ce qui ne me ressemble pas, ce que je comprends pas, ce que je comprendrai peut-être jamais, de me heurter à ça. Et puis après, la grande itinérance, ça a été aussi, je pense que la recherche d'immersion, à la fois dans des milieux et dans des cultures, en voyageant à l'époque avec aucun moyen de communication ni de navigation moderne. Il existait déjà des GPS, évidemment. Les connexions Internet, il n'y en avait pas dans les territoires où je voyageais. Il n'y avait pas de téléphone qui me permettait de se connecter en 4G ou quoi. Mais j'aurais pu avoir un téléphone satellite, que sais-je. En tout cas, j'avais choisi de voyager sans moyen de communication. Donc, c'est aussi une donnée particulière parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile. C'est rare de le faire comme ça. Et par ailleurs, même si on décidait de voyager de la sorte, on croiserait immanquablement tout un tas de gens qui sont connectés, même au fin fond du Tibet. Et s'il survient quelque chose de très grave en France, je sais pas, une bombe nucléaire, ils vont peut-être en être informés par les nouvelles internationales. Or, à l'époque, il pouvait vraiment se passer des choses très très graves, sans que absolument personne ne soit au courant. L'information circulait quand même moins. Et ça permettait aussi d'être vraiment, vraiment tout à son voyage. Moi, je communiquais à peu près ma grande traversée de l'ouest de la Chine. J'ai dû communiquer une fois par mois avec ma famille en envoyant un mail. Et ta famille, elle était jamais inquiète, elle te laissait partir sans grande difficulté? Mes parents sont toujours encouragés à faire ce que je voulais, à condition que je le fasse bien, entre guillemets, que je le fasse à fond. Que je le fasse avec une exigence, que je prépare les choses. Donc voilà, l'accent il était plutôt porté sur l'exigence, à se préparer, à la réflexion, tout ça, sur le fait d'être responsable, autonome, quoi. Plus que sur le fait de pouvoir ou ne pas pouvoir faire quelque chose. On m'a jamais dit, et je me suis rendu compte a posteriori que c'était une chance immense. On m'a jamais dit que je ne pouvais pas faire ça, que je ne devais pas faire ça. Enfin, on m'a jamais interdit quoi que ce soit. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui me disait qu'il avait été éduqué, que dès qu'il voulait faire quelque chose, on lui disait non, tu veux faire de la guitare, non, tu feras du piano. Ah oui, ouais. Et moi, on m'a jamais dit non, tu ne feras pas ça. Donc ça, je pense que ça a aussi encouragé mes élans, mais je sais pas trop de quelle mesure ils auraient pu s'y opposer de toute façon. C'est-à-dire que moi, il n'était pas... En fait, on m'a souvent dit, mais c'était courageux de faire ça très jeune, etc. Je l'ai jamais vécu comme ça. Déjà, je pense que le courage, il n'est pas à cet endroit-là pour avoir côtoyé des gens qui se battent un peu partout dans le monde pour des causes graves et qui n'ont pas vraiment le choix que d'être dans la lutte ou qui se battent pour leur survie. Ou des gens qui ont des métiers de l'ordre du soin, par exemple. J'ai une tante qui est infirmière en urgence pédiatrique. Je pense que le courage, il est à cet endroit-là. Après, faire des choix, ça demande un certain courage physique parfois, mais d'aller voyager seul, c'est plutôt que pour moi, il n'était pas envisageable de ne pas partir, okay. En fait. Ça s'imposait. T'as grandi avec une certaine liberté qui a été peut-être inculquée et transmise par tes parents Elle a été transmise, mais je pense que ça m'était aussi très propre. Mon frère est très sédentaire, par exemple. On a eu la même éducation, on ne voyageait pas avec mes parents, donc il n'y a pas non plus une sorte d'hérédité comme ça. Mais par contre, la liberté, c'était une valeur importante. Ok. Et du coup, pour faire ce lien avec cette liberté, tu parlais de ces voyages lointains dans le Grand Ouest de la Chine, dans le Caucase.
Tu as écrit sur ces 2 voyages, donc le premier sur les chemins de Chine, publié en 2010, et Au détour du Caucase, publié en 2017. Et plus récemment, tu as participé à l'écriture du livre Devenir cheval de Yann Arthus Bertrand. Quels sont les liens que tu as tissés avec les chevaux, avec cet animal? J'ai l'impression qu'il t'est assez particulier. Alors moi, j'ai grandi, alors j'étais cavalière depuis la petite enfance, mais c'est pas vraiment ce qui est le plus important dans ma relation au cheval, parce qu'utiliser un cheval comme un objet de divertissement ou un véhicule, même si on peut avoir des liens, enfin, ou la technique équestre, même si j'ai été, on va dire, bonne cavalière, c'est finalement assez secondaire pour moi. Moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'était la relation. J'ai eu la chance de grandir aussi avec des chevaux qui vivaient en troupeau dans une très grande prairie, avec des forêts, une rivière, que l'on louait à des paysans dans le sud de la Seine-et-Marne. Donc des chevaux qui avaient quand même une vraie vie de cheval, si je puis dire, avec une vie sociale que je pouvais beaucoup observer, qui avaient aussi un peu de leur libre arbitre, parce que si je décidais d'aller monter ma jument et qu'elle n'avait pas envie, il y avait quand même 12 hectares, donc il m'arrivait de jamais pouvoir l'attraper. Donc c'est pas je viens dans le box, je te prends et de telle heure à telle heure tu vas faire des ronds dans une carrière parce que je l'ai décidé. Donc c'était quand même une relation qui était moi je trouve intéressante, et je me suis très tôt, très très jeune, intéressée à l'éthologie avec des figures comme Jane Goodall, des gens qui travaillaient plutôt sur les primates. Et puis comme j'avais des chevaux à portée de main, je me suis dit aller comprendre d'autres manières d'être vivant, qui sont la manière de certains animaux, si je commençais par ceux qui partagent ma vie. Et j'ai beaucoup beaucoup observé les chevaux qui vivaient avec moi, j'en ai beaucoup appris comme ça. Et après, j'ai réalisé donc pas mal de voyages avec des chevaux, mais en particulier ces 2 expéditions-là, qui sont mes plus longs voyages et qui ont donné lieu à des publications, à des livres, des récits de voyage. C'était des traversées à pied. Alors, en Chine, j'avais 2 chevaux, un que je montais de temps en temps et un qui était un cheval de bas, donc qui portait du matériel. Et en Arménie, en Géorgie, dans le Caucase, j'avais qu'un cheval de bas. Parce que je me suis rendu compte que finalement, je préfère être à côté de mon cheval et marcher avec un cheval que d'être sur son dos, de partager cette expérience, d'être à la fois quand même délesté du poids d'un sac trop lourd et d'avoir ce luxe-là, d'être très très autonome parce que je peux avoir beaucoup de ressources alimentaires si je porte pas mes réserves, mais aussi le compagnonnage, la relation que c'est. Et voilà, le cheval, c'est assez fascinant parce que c'est des animaux qui font partie des sociétés humaines depuis longtemps, mais ça en reste pas moins des proies, des herbivores, donc ils sont beaucoup plus éloignés que nous dans le règne des mammifères que le chien, par exemple, qui, comme nous, est un chasseur. Nous, on n'est pas complètement prédateur en omnivore, mais en tout cas, le cheval, il est très différent. Il est configuré biologiquement pour la fuite, il est absolument pacifique. Et c'est quand même une drôle d'alliance, en fait, entre le cheval et l'humain. En plus, on a beaucoup utilisé les chevaux quand même pour faire la guerre, alors que c'est vraiment... ils n'ont pas vraiment d'affect guerrier, jusque récemment. Et donc, ça m'a toujours fascinée, cette histoire-là. Et les chevaux ont vraiment été des passeurs, parce qu'à partir du moment où on s'intéresse à quel est le système cognitif d'un autre être vivant, comment il pense, comment il ressent le monde, ça ouvre la porte aussi à s'intéresser aux animaux sauvages et puis même par extension aux plantes, à ce qu'il y a autour. Voilà, donc les chevaux ont été des guides. C'est aussi des animaux qui sont d'une très très grande sensibilité. Ils ont une bien meilleure audition, olfaction que nous. Donc quand on fréquente des chevaux, ça incite à développer son acuité et on se rend compte de nos limites aussi. Et ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup servi dans l'écriture par la suite. On va pouvoir justement reparler un peu plus tard de tes rapports au vivant. À la suite de tes études, tu as travaillé pendant plus de 10 ans dans la coopération internationale. Et comme tu le disais, tes premières missions t'emmènent dans différents pays, notamment au Sénégal, au Bénin, au Ghana. Si je ne me trompe pas, tu es resté près de 2 ans à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et en Honduras pendant plusieurs années. Et ces 2 territoires qu'on retrouve dans tes 2 premiers romans, L'Orage que tu as publié en 2015 et La Verticale du fleuve que tu as publié en 2021. Si ces romans sont, comme leur format l'indique, des fictions et divergent aussi des récits de voyage que tu as pu publier par ailleurs et écrire, il n'en demeure pas moins un outil pour décrire des réalités que tu as dû percevoir en vivant dans ces territoires-là. Est-ce que tu peux brièvement nous présenter un peu ces histoires et en quoi elles font écho à des réalités que tu as pu rencontrer ou vivre dans ces territoires, notamment sur tous les enjeux géopolitiques, sociaux, écologiques ? Ça va être difficile à résumer, mais L'Orage, c'est un roman que j'ai écrit à partir de Kinshasa, qui est donc la capitale de la République démocratique du Congo,
qui, pour faire court, est quand même le pays au monde qui a le plus de ce qu'on appelle des ressources naturelles. En tout cas, c'est un pays d'une très grande richesse aussi de biodiversité géologique, etc. Et qui, littéralement, depuis 2 siècles, donc les frontières ont été destinées de manière très arbitraire dans le contexte colonial, post-colonial, enfin aussi au début des empires, l'empire belge qui s'était accaparé ce territoire, et puis après... sous forme de colonie. Ces frontières très artificielles font que c'est un territoire qui est incessamment en conflit. C'est aussi très largement dû au fait que c'est considéré comme une grande ressource géante de matières premières pour à peu près tous les pays du monde, le Congo. Il n'y a pas une personne d'entre nous qui n'a pas un morceau de Congo, de République démocratique du Congo dans sa poche, puisqu'on a tous des smartphones et que 80% ou 90% des ressources connues de coltan et de casitérite, qui sont des composants essentiels à la fabrication de nos puces et de nos smartphones, viennent du Kivu, qui est la région où il y a eu le plus de morts depuis la Seconde Guerre mondiale et un conflit. Donc c'est le conflit le plus mortel qui perdure aujourd'hui et dont on ne parle jamais. Donc c'est un pays qui m'a mis, pour le dire littéralement, une énorme claque, parce que moi j'arrive là, à l'époque, en 2012, il y a la plus grande mission de toute l'histoire des casques bleus de l'ONU, qui s'appelle la MONUSCO. Il y a à peu près toutes les ONG humanitaires de la Terre dans ce pays. Et en même temps, rien ne va, rien ne fonctionne et rien ne va vers le mieux. C'est un peu avec Haïti et l'Afghanistan, je pense, les 3 exemples les plus éclatants de l'échec absolu de toutes les politiques de coopération, les actions humanitaires. Enfin, non pas qu'aucune d'entre elles n'ait eu d'impact, mais disons que le système globalement est en faillite. Et c'est des territoires qui ne se stabilisent pas et qui ne vont pas mieux, parce que de toute façon, ils continuent d'être pillés, au mépris de ceux qui les habitent. Et moi, ça a été vraiment une prise de conscience aussi de ce sur quoi repose la prospérité dans laquelle on vit en Europe, donc sans m'autoflageller, parce que je ne me sens pas directement responsable de plusieurs siècles d'histoire. Mais il m'a semblé évident qu'on ne pouvait pas vivre dans l'ignorance des conséquences de notre prospérité, que notre... Le luxe dans lequel on vit aujourd'hui s'est construit sur des empires, sur des colonies, sur la prédation qui continue d'être pratiquée aujourd'hui par toutes les nations riches dans des pays qui le sont moins, en tout cas, qui sont dits moins développés. Et j'ai vraiment eu envie de parler de ce territoire. J'ai eu envie aussi de raconter Kinshasa, parce que c'est une époque où on parlait beaucoup de mondialisation, et on parlait toujours des grandes villes occidentales. Sauf que la condition de l'homme contemporain, elle est donc urbaine, puisqu'on est devenu une majorité d'urbains. Mais les villes mondialisées, c'est Dakar, Bangladesh, c'est Kinshasa, c'est Lagos. Il y a beaucoup plus d'humains qui vivent dans ces villes-là qu'à Paris ou à Londres, numériquement. Ou Delhi. Et que la condition de vie dans ces territoires n'est pas du tout ce qu'on se représente d'une ville en Occident, c'est-à-dire quelque chose d'assez quand même organisé, avec des transports, de l'assainissement, relative sécurité, quoi qu'on en dise, quoi qu'en disent certains politiques. Moi, j'ai eu envie de raconter cette mondialisation-là, ce qu'elle produit aussi d'énergie, de créativité, de force et de chaos et de misère. Donc j'ai voulu raconter Kinshasa. Et peut-être plus brièvement, le livre suivant, c'est 4 années de vie au Honduras, où je me suis vraiment heurtée aussi à la question, toujours un peu de cette question, à quel prix notre développement, parce que j'ai voulu parler de la question des énergies à travers le récit de la construction d'un grand barrage hydroélectrique. Et j'ai voulu raconter la construction de ce grand barrage dans un contexte où des populations autochtones sont mises en danger, où il y a des assassinats perpétrés, qui a été très très inspiré par des communautés Lenca, qui sont des communautés autochtones du Honduras, dont la leader, Berta Cáceres, a été assassinée en 2016, juste avant que je n'arrive au Honduras, par des gens qui voulaient mettre en œuvre un projet de barrage parce qu'elle-même s'y opposait et voulait protéger la rivière sacrée de son peuple. Et ce qui m'intéressait, c'était un petit peu aussi de mettre en scène différentes visions, celle des ingénieurs qui veulent aménager, apporter du progrès, celle de communautés qui considèrent que la rivière est une entité vivante, une force, un individu, et qu'on ne peut pas la corseter comme ça avec un barrage. Et c'était pas de les mettre dos à dos, mais c'était de dire il y a différentes visions du monde, même aujourd'hui, même s'il y a une vision dominante, il y en a d'autres qui existent, mais elles sont quand même silenciées, voire éradiquées, puisque quand on tue des gens parce qu'ils ont des visions alternatives à celles du système, c'est assez brutal. Mais c'est ce qui se passe dans beaucoup de territoires du monde. J'ai voulu raconter ça, et aussi comment ces grands aménagements transforment les sociétés et les paysages, en bien comme en mal, parce qu'il y a aussi
parfois des bienfaits à des projets d'aménagement. Mais voilà, comme je travaille dans le développement et la coopération, j'étais confrontée à de grands projets qui prétendaient améliorer la vie des gens. J'y prenais part parfois, même si moi je travaillais plus sur des politiques d'éducation et en faveur de la jeunesse, donc pas sur de grandes infrastructures. J'ai jamais travaillé sur des projets de grandes infrastructures, mais au moins ça faisait partie de l'univers dans lequel j'évoluais, de vouloir apporter du développement. Et j'avais envie de questionner ça. Donc c'est un deuxième roman qui est aussi très documentaire. Le premier étant donc un peu un portrait de Kinshasa et de toutes les questions que soulève cette ville. Et le deuxième, un récit de la construction de ce grand barrage. Et justement, toi qui as pu user un peu de ce privilège du voyage un peu partout dans le monde, et aussi via notamment ces activités professionnelles dans la coopération internationale, quel est ton regard justement sur... T'es allé voir des populations qui n'ont pas forcément ces mêmes privilèges du voyage. Quel est ton regard un peu justement sur ces privilèges, sur les enjeux décoloniaux qui entourent la question du voyage et de la mobilité aujourd'hui? C'est une question un peu vaste, mais je voulais avoir ton regard un peu sur ces injustices qui demeurent et sur l'état un peu du voyage lié aussi au monde occidental. Alors je trouve que c'est une très bonne question qui n'est pas assez soulevée. Déjà, je pense que c'est impératif de se la poser quand on voyage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus partir de chez soi. Je continue de penser qu'il y a aussi un extrême inverse qui pourrait se dire, en fait, voyager, voilà, effectivement, il y a une dissymétrie. Pourquoi on continuerait de jouir de ce privilège d'occidentaux qui ont des passeports qui nous permettent d'aller partout quasiment sans effort, et qui ont les moyens, qui ont cette liberté de mouvement extraordinaire qui n'est absolument pas un droit universel, loin s'en faut. Donc évidemment, c'est une situation injuste, non légitime. En tout cas, c'est mon avis. Il n'y a aucune raison que nous, on puisse se déplacer comme bon nous semble, et que mes amis congolais ou honduriens, ou mon beau-frère qui est équatorien, quand je veux le faire venir chez moi pour qu'il découvre la famille de sa femme, je dois payer à la mairie un tampon d'État et faire des papiers en attestant de combien je gagne, est-ce que je peux l'héberger, de donner mon salaire, tout, pour l'accueillir. Il est mon beau-frère, voilà, parce qu'il est équatorien. Donc, on vit dans ce monde-là. Bon. Je pense que plus personne ne bouge et tout le monde reste chez soi, dans son quant à soi, ça ne résout pas non plus les questions globales, parce qu'on est quand même aujourd'hui face à des problématiques globales qui impliquent qu'il y ait quand même des choses qui circulent. Et je crois quand même aussi, là, ce matin, on se rencontre en personne, on a tous fait un long déplacement pour ça, peut-être pas que pour ça, mais on a réussi à se retrouver à Paris parce qu'on s'est dit que c'était mieux que d'être juste derrière un écran, qui se jouait à autre chose. Dans la rencontre physique, on est dans la même pièce. Donc je crois quand même aussi, par mes expériences d'immersion à l'étranger, qu'il y a plein de choses qu'on voit, qu'on ne verrait pas à distance, et dont on n'aurait pas l'information, dont on prend aussi conscience quand ça nous traverse le corps. Ma prise de conscience des enjeux décoloniaux dans ma traversée pendant 2 ans de vie, de morceaux de vie en République démocratique du Congo, elle a été déterminante. Mais après, oui, je pense qu'il faut questionner les pratiques du voyage. Pour moi, il a toujours été inconcevable, par exemple, de partir en avion à l'autre bout du monde pour des vacances. Je pense que c'est pas possible aujourd'hui de faire ça. J'ai fait beaucoup de voyages lointains. J'ai pris des avions, j'en prends encore rarement, mais ça m'arrive. Donc, j'ai pas complètement renoncé à ce mode de transport, parce que il y a encore des territoires où il est pratiquement impossible de se rendre autrement qu'en avion, malheureusement. Même si je cherche au maximum les alternatives. Je pense qu'il y a la question de la durée aussi. Si on part, qu'à un moment donné, on prend 6 mois dans sa vie et qu'on prend un avion... En tout cas, je pense qu'il faut questionner à chaque fois qu'on prend un moyen de transport qui est très polluant, qui nous amène à aller très loin dans des cultures où il y a des gros différentiels de revenus. Questionner l'impact que ça a. On ne va pas résoudre toutes les questions individuellement, on n'est pas responsable de tout, mais on doit questionner ces pratiques. Moi, il y a par exemple quelque chose qui m'a toujours heurtée, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais les gens qui disent « moi, je fais le tour du monde sans argent », et qui sont des gens qui viennent de milieux aisés ou classe moyenne occidentale. Eh bien, ça pose un problème. Parce qu'effectivement, par exemple, quand on se voyage au Proche-Orient, en Asie centrale, au Moyen-Orient, il y a des traditions d'accueil qui sont, ou en Afrique du Nord, dans le Sahel, qui sont extraordinaires. Et évidemment que recevoir l'hospitalité, c'est pas mal en soi.
Mais déjà, il y a des moyens de créer une sorte de réciprocité. Moi, dès mon premier voyage au Kyrgyzstan, j'avais 19 ans et je circulais à cheval pendant 2 mois et demi. Et je me suis posé la question, et je l'ai posée, qu'est-ce que je peux faire pour pas être là et juste prendre à des gens qui ont à peine des ressources de survie alimentaire et qui donc, s'ils me nourrissent, prennent sur leur part à eux, quoi. Et on m'a dit, mais je voulais pas non plus leur amener des cadeaux, des choses inutiles, des objets... ou induire un rapport forcément d'argent dans des traditions où l'hospitalité aux voyageurs fait partie de la culture. Et on m'avait dit, voilà, tu voyages avec des chevaux, prends des stocks, des kilos en plus de sel, de thé, de sucre, donc des denrées de base utiles, nécessaires, qui sont compliquées à acheminer dans des alpages, puisque j'étais dans des régions de haute montagne où les bergers passent l'été. Et les gens seront toujours contents d'avoir 2 kilos de sucre, 1 kilo de thé, 1 kilo de sel. Et ça sera utile. Et c'est une manière de... Je ne sais pas si c'est rétribué, mais d'être dans l'échange. Donc c'est comme un troc d'hospitalité, de donner quelque chose. On m'avait aussi dit quand même, les gens aiment bien avoir des petites crèmes hydratantes pour le visage. Alors j'avais des petites crèmes, la Nivea, qui se durent très longtemps dans les petites boîtes en fer, là, que j'ai donné à certaines femmes. Mais quand il y avait vraiment une relation qui s'était instaurée, c'était pas systématique. Si j'avais envie de faire un cadeau, c'est tout. Et j'ai toujours essayé de me poser la question quand même de la réciprocité et de pas être juste dans la situation de me dire « Oh, je peux profiter d'une hospitalité, donc je vais le faire ». Il y a cette question-là. Il y a la question de ce qu'on induit aussi en se déplaçant dans un espace public dans des pays pauvres, en exhibant sa richesse. Par exemple, j'ai vu au Guatemala, moi, des touristes américains qui, d'une part, respectent pas du tout les règles de bienséance vestimentaire. Hommes comme femmes, on montre pas ses jambes, donc ça se fait pas de le faire. Et qui se promènent avec du matériel, par exemple, des appareils photo, des choses qui valent beaucoup d'argent, mais ils sont pas des photographes. Ils sont juste des touristes. Donc, tout ça, ça crée des frustrations, ça crée des tensions, ça génère de la criminalité aussi organisée, après, à l'encontre d'autres voyageurs. Donc on ne peut pas aujourd'hui circuler impunément, et je ne parle même pas des gens qui vont en Thaïlande grimper sur le dos d'éléphants, de toutes les formes absurdes de tourisme qui ont des effets de la prostitution, de tout ça. Mais même les voyageurs qui se pensent vertueux parce qu'ils partent avec pas grand-chose, en fait, c'est pas parce qu'on voyage pauvrement qu'on voyage de manière vertueuse. Et merci pour cette réponse et merci Anthony de l'avoir posée, parce que je trouve que c'est effectivement quelque chose qu'on n'aborde pas assez, et ça rejoint ce que tu disais au début, ce fait que toi, ce qui t'attire aussi dans le voyage, c'est d'essayer d'aller comprendre les gens, les territoires que tu vas rencontrer, que tu vas parcourir, et moi ça me refait penser, je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu dans ce podcast, d'un voyage que j'ai fait en 2023 où j'ai pris l'avion. J'essaye d'être très attentive aussi à ce mode de transport-là pour partir 3 mois en Indonésie. Donc je suis pas partie seule avec mon copain, mais ça a été le plus beau voyage de ma vie, et en même temps des moments où je me suis posé des questions dont je m'attendais pas à me poser ces questions-là. Vraiment de mon rapport avec les personnes que j'allais rencontrer, chez qui on allait dormir, etc. Et de se poser des questions du privilège que j'ai d'être ici, de pouvoir vivre comme ça. Et on avait ce truc de dire aux personnes qu'on rencontrait, en fait, on va voyager avec notre sac à dos, etc. Sauf que certes, on avait le sac à dos, mais en fait, on avait tous les privilèges, et le fait de pouvoir voyager quand on le voulait, où on voulait, même si on est resté que dans un pays pendant 3 mois, c'était déjà quelque chose. Et puis, on avait dormi 1 mois chez quelqu'un au fin fond de l'île de Sulawesi en Indonésie, qui nous a hébergé, Tono et sa famille, et qui nous disait que son rêve à lui de voyage, c'était d'aller à Bali. Donc ça restait son propre pays, là où on allait se rendre littéralement 1 mois après. Et ça pousse à relativiser, à se comparer et à se dire que voilà, on a énormément de chance. Merci de nous parler de ça, Clara. Je voudrais qu'on fasse une petite transition vers Et vous passerez comme des vents fous, qui est le dernier livre que tu as écrit. Donc, à la suite de toutes ces expériences à l'étranger, tu t'es installée en France, dans un coin reculé, c'est ce que tu disais avant, et une nouvelle fois montagneux. On dirait que les montagnes, c'est aussi une grande partie de ta vie. Ce territoire, c'est celui du Couserans, situé en Ariège, dans les Pyrénées. Pourquoi est-ce que tu as choisi de vivre là-bas ? Alors, je vais te répondre sur le Couserans. Je voulais juste faire une mini parenthèse sur le voyage. Je voudrais pas prétendre être un modèle ou me parer de toutes les vertus, mais par contre, je pense qu'effectivement, se poser des questions, c'est un bon point de départ. Moi, j'ai fait beaucoup de choses que je ferais différemment aujourd'hui. Je continue de questionner mes propres pratiques. Le Couserans, effectivement, la montagne,
les écosystèmes de montagne, parce qu'ils sont très diversifiés, mais enfin, il y a quand même une caractéristique qui est la pente, hein, qui réunit toutes les montagnes du monde. Donc, l'étagement des végétations, des modes de vie, le fait que finalement, on peut faire un voyage à peu de frais, parce que entre 0, 100 mètres, 200 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, et voire plus d'altitude, et on change de monde. Et ça, parfois en quelques heures. Et ça, c'est une des choses que j'aime énormément en montagne. Et puis d'un versant à l'autre, d'un flanc à l'autre de la montagne. Alors, on ne dit pas Adrien-Hubac dans les Pyrénées, mais en tout cas, selon l'exposition. Et j'ai une grande passion pour la montagne et j'ai décidé de m'installer en rentrant en France dans un territoire qui est très marginal à différentes enseignes. Hein. Et pour moi, c'est plutôt positif, la marginalité. Je ne la stigmatise pas du tout, bien au contraire. Je pense qu'on comprend beaucoup de choses depuis les marges, y compris sur ce qui se passe au centre. Par exemple, je mentionnais avant notre entretien le fait que nous n'avons pratiquement pas de service public dans mon territoire, qui est très largement délaissé par l'État, qui est un des départements les plus pauvres de France, l'Ariège, et le territoire du Couserans en particulier, et qu'on comprend aussi ce qui se passe au centre, c'est-à-dire les politiques publiques, comment elles sont décidées quand on est à la périphérie, à la marge de la société. Et dans ces territoires-là, on l'est géographiquement, donc même si soi-même on n'est pas pauvre ou marginal, de fait, on subit aussi. J'ai choisi ce territoire parce que, et peut-être qu'il m'a choisi aussi, en tout cas j'y suis allée la première fois en 2015 vraiment en touriste, hein, et j'ai été très frappée par un ensemble de choses. Le fait d'abord qu'il y ait très peu d'aménagement humain et qu'on ne soit pas dans des endroits... je me suis dit c'est incroyable, on peut rouler 1 heure sans rencontrer un rond-point, et une zone industrielle, un pavillon, enfin ce qu'on appelle la France moche, hein, ou des infrastructures touristiques hideuses qui servent à rien et qui ont été pensées complètement à l'envers, qui défigurent les côtes et les montagnes de France en particulier. Et ce que je cherchais, moi, parce que j'avais fréquenté beaucoup de massifs, donc en particulier en Asie centrale, dans le Caucase, mais aussi les Andes, des massifs de montagne, où ce que je retrouvais dans la montagne, c'était donc un relatif isolement, assez peu de présence humaine, parce que des territoires où les gens vivent pas à l'année, ou alors un habitat très dispersé, avec des modes de vie frugaux, enfin c'est ça qui me plaisait en montagne. Sauf qu'aujourd'hui, si vous allez en Haute-Savoie et en Savoie, on est quand même plutôt des territoires qui, pour le dire un peu brutalement, sont confisqués par des hyper riches, hein, on parle vraiment de gens qui ont des millions d'euros, hein, même pas juste de riches, du monde entier, qui en font un terrain de récréation, une aire de jeu, et donc un décor, et donc une carte postale, un paysage. Sauf que la montagne, ce sont des écosystèmes, c'est pas une carte postale. Des écosystèmes fragiles, très fragilisés par le réchauffement climatique aussi. Et j'ai trouvé que dans le Couserans, il restait quelque chose de ce que je pourrais appeler de sauvage. D'ailleurs, ça me questionnait, qu'est-ce que c'est le sauvage et pourquoi j'ai cette intuition-là. Et quand je dis sauvage, c'est pas d'opposer ce qui serait la nature à l'humain, puisque chez les gens qui peuplent ces vallées, qui avaient été très très abandonnées et dépeuplées, parce que très misérables, donc il y a beaucoup de gens qui sont soit revenus, soit venus d'ailleurs. Je les appellerai pas des néo-ruraux parce que ça veut rien dire pour moi. Moi, j'ai grandi en milieu rural, donc je me considère pas comme une néo-rurale. Par contre, je suis une néo-pyrénéenne peut-être, parce que j'y ai pas grandi. Mais en tout cas, il y a une constellation de gens qui viennent de villes, de l'étranger, de France, de la ruralité, d'autres massifs de montagne et qui fuient justement cette confiscation par les riches et pour aller dans d'autres territoires, qui eux-mêmes ont gardé quelque chose de sauvage, c'est-à-dire, ma définition de ça, c'est quelque chose de l'ordre de la résistance. Quand je dis résister, c'est pas forcément être militant, mais c'est une manière de vivre, beaucoup en autonomie, parfois un peu à la marge de la légalité, comme des gens qui vivent en cabane, mais en cherchant le respect avec le milieu, une relation très forte avec le milieu, une manière d'être le moins dépendant possible, et des institutions publiques et d'un système de consommation, de consumérisme même, avec beaucoup de solidarité. Et donc ça en fait un territoire très intéressant d'un point de vue naturaliste et humain, et c'est la conjonction des deux qui m'a donné envie d'y investir du temps, de l'énergie, d'appartenir à ce territoire même, parce que de plus en plus je me sens appartenir à ce territoire, pas parce que j'aurais des racines, du sang, de ma famille depuis 12 générations, mais parce que je ressens un lien très fort. Je pense qu'on voulait te poser justement la question de nous décrire un petit peu le Couserans. Je pense que tu l'as bien fait. Donc, et vous passerez comme des vents fous, c'est ton dernier livre. On aimerait se concentrer un petit peu là-dessus parce que tu commençais déjà à le dire, mais il y a énormément de choses qui se confrontent entre humains, sauvages, même si c'est des choses que tu n'as pas envie d'opposer. Mais du coup,
ce livre-là, il met en lumière 3 personnages principaux. Alma, une éthologue, Gaspard qui est un berger et Jules qui est un montreur d'ours à la toute fin du 19e siècle. C'est des personnages fictifs mais qui semblent assez réels. Est-ce que en quelques mots, parce qu'on va y revenir, tu pourrais nous décrire, nous résumer un petit peu ce livre-là? C'est un livre qui a vraiment été pensé comme un chassé-croisé de plusieurs personnages qui ont des relations fortes mais différentes à la montagne et avec une ours qui est un peu l'esprit de la montagne en quelque sorte, qui est la figure centrale. Et voilà, c'est comme ça que j'ai conçu le livre, un peu comme un ballet. Ces personnages, ils se croisent mais ils se rencontrent pas tant que ça finalement, si ce n'est par le lien qu'ils ont avec cette montagne et avec cet ours, qui sont des liens complexes, parce que ce qui m'intéresse de manière générale, c'est la complexité. C'est, voilà, effectivement, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours, donc la relation entre les humains et les non-humains, elle est faite aussi de beaucoup de frictions, voire de conflits très virulents, notamment le retour des grands prédateurs, que ce soit les ours ou les loups, et qu'ils aient été réintroduits pour les ours ou pas, pour les loups qui soient revenus par eux-mêmes. Pour moi, ils soulèvent des questions très intéressantes, parce que c'est vraiment un prétexte à discuter plus largement la relation qu'on a, encore une fois, est-ce que j'appelle sauvage, donc ce qui nous résiste, qui est un peu hors de notre contrôle. Mais c'est exactement la même chose que quand vous avez des gens qui tournent frénétiquement. Vous voyez qu'ils veulent avoir des pelouses là, qui ressemblent à quelque chose en plastique, alors que quand on laisse une pelouse sauvage, c'est plein de fleurs, c'est plein d'essence, c'est plein de ressources pour les abeilles, par exemple, qui sont quand même en grand péril, et tous les autres butineurs. Et donc là où les gens voient quelque chose de sale et dérangé, on a des écosystèmes. Donc en fait, c'est la même question pour moi. C'est exactement la même chose. De vouloir mettre sous contrôle tout ce qui vit et au lieu de faire avec. Et l'ours, forcément, il est gros, il est imposant, il est visible, il est charismatique et il fait peur. Et donc, c'est une bonne manière de rentrer dans ce sujet-là. Mais pour moi, c'était une manière de questionner plus largement cet état de la civilisation dans lequel, dès que quelque chose nous dérange, on l'éradique, quoi. Enfin, c'est comme ça que se pratique, par exemple, aujourd'hui, la plupart de l'agriculture. Évidemment, moi, je vis dans un territoire où il y a des alternatives et des gens qui font avec et qui essayent de s'adapter, de collaborer avec les plantes, avec les parasites, avec les insectes, avec les oiseaux. Mais on est quand même dans un système où, globalement, quand quelque chose nous pose problème, on l'extermine. Et justement, le livre, il suit l'histoire d'une ours en particulier qui est imposante, mais aussi majestueuse, telle que tu l'as décrit et telle qu'elle peut être perçue par certains personnages. C'est pas seulement un animal dans ce livre, c'est un être vivant qui est révélateur de tensions humaines, qui cristallise certaines tensions, beaucoup de débats aussi. L'ours, cette espèce d'ours, c'est une espèce qui a été réintroduite il y a quelques années en France. À quel moment tu as compris que raconter l'ours et l'histoire de cet ours en particulier, c'était aussi raconter l'histoire d'hommes et de femmes dans ce territoire, mais aussi avec des enjeux, des tensions humaines qui se jouent hors du territoire de l'Ariège. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça cristallise en fait entre de ce que ça dit du rapport des humains avec le sauvage, le vivant dans cette partie-là de France? Alors, l'ours brun, il a été réintroduit, mais il faut quand même préciser qu'il restait quelques spécimens, 6 ou 7 individus dans les Pyrénées. Donc, ils étaient presque disparus. Néanmoins, donc c'est un ours brun, en fait, c'est la même espèce, après avec évidemment des familles un peu différentes génétiquement dans les Asturies, dans le nord de l'Espagne, dans les Abruzzes, et puis en Slovénie, il y en a beaucoup, en Roumanie. Donc, c'est des individus qui ont été amenés de Slovénie pour essayer de permettre de survivre à cette population qui était presque éteinte dans les Pyrénées. Et ça a bien marché, puisque je ne sais plus combien d'ours ont été réintroduits en tout, mais on parle de pas beaucoup d'individus, hein, c'est moins que plusieurs dizaines, c'est peut-être une dizaine en tout, une quinzaine. Je vais dire une bêtise. En tout cas, on parle en individus et pas en dizaines d'individus. Mais ils se sont bien reproduits, ils se portent très bien, en particulier dans les Pyrénées centrales, où la montagne est très escarpée, très peu exploitée, où il y a du pastoralisme, mais qui leur laisse relativement de la place.
Et c'est aussi un territoire qui s'est complètement réensauvagé, c'est-à-dire qu'en face de chez moi, la forêt a complètement recolonisé des pans de montagne qui étaient exploités à fond par l'agriculture vivrière. Hein. Mais quand on voit cette forêt qui est née très sapinière, on se dit, c'est une forêt bien en forme et tout. En fait, elle a un siècle. Et d'ailleurs, c'est très... là, je fais une petite parenthèse, un petit écart, mais ça donne beaucoup d'espoir parce qu'on se dit, en fait, on nous parle toujours de on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de moyens pour protéger le vivant. Mais en fait, il suffit de laisser faire. Parce que là, en Ariège, les gens sont partis entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle, partis massivement. Ça a été légèrement repeuplé ces dernières décennies, mais enfin, on est toujours 20 fois moins d'individus qu'au pic de population, donc on est très peu. Et en fait, le fait qu'on soit très peu et qu'on a arrêté d'exploiter certains pans de montagne, ils se sont complètement réensauvagés. Il y a une biodiversité extraordinaire. Et une forêt d'un siècle, un siècle et demi, elle a déjà assez fière allure. Bon, il y avait quand même des arbres qui avaient été maintenus aussi le long des sentiers, etc. Donc on a aussi des arbres, des hêtres ou des chênes pluricentenaires. Pas beaucoup, mais même ceux qui ont un siècle, 50 ans. Donc voilà. Laisser faire parfois, et même c'est souvent probablement ce qui est le plus efficace. Hein. Mais comme on est très interventionniste, y compris quand on veut bien faire, on pense qu'il faut agir. Et après, l'ours, c'est effectivement un animal politique par excellence. C'est un animal politique parce que aussi, il faut remonter à loin, mais dans plein de cosmogonies, dans plein de systèmes de pensée, que ce soit la Sibérie ou les Pyrénées pré-chrétiennes, d'avant la christianisation, l'ours a un statut très particulier d'animal liminaire qui est entre le monde des humains et des non-humains, qui est un frère de l'homme. Il peut se tenir debout sur ses pattes arrière. Il a quasiment le même régime alimentaire que nous. Il est omnivore, dominante de végétaux, un peu de viande, enfin à l'état que la plupart des humains, en tout cas, qui c'est le régime standard des humains. Il mangerait moins de viande probablement d'ailleurs qu'un humain moyen, parce que c'est 15% de sa diète. Mais il mange aussi par contre de la charogne. Il pêche pas le poisson, l'ours brun. Et donc c'est un animal politique aussi parce que symboliquement, si on remonte à très loin, il y a aussi des mythes d'hybridation, d'ours qui s'accouplent avec des femmes, qui font des créatures hybrides. Il y en a dans Sibérie comme il y en a dans les Pyrénées, Jean de l'ours. Et ça, c'est assez fou parce qu'il n'y a pas non plus toutes les espèces animales où il y a des mythes de cet ordre-là, quoi. Des mythes, je sais pas, d'hybrides entre un chevreuil et une femme, je ne connais pas. En tout cas, l'ours, voilà, il a cette stature-là. Et aussi aujourd'hui, en fait, c'est le plus grand mammifère de l'Europe continentale et occidentale, terrestre, et même s'il est très pacifique, qui nous fuit farouchement et qu'à part quelques individus un peu curieux, il nous évite, on ne les voit pas, il fait peur parce que malgré tout, il est plus puissant que nous. Alors, il y a beaucoup plus d'accidents avec des sangliers ou des chiens qu'avec des ours, puisque littéralement, il y a une personne en un siècle sur 3 pays, France, Espagne, Italie, qui a été tuée par un ours. Donc je vais dire... à ce compte-là, on interdit les voitures, l'alcool, le sucre, voilà, parce que ça reste... Mais malgré tout, le fait qu'il y ait cet être vivant, cet individu qui est plus fort que nous physiquement, plus grand et qui à la fois nous ressemble un peu, ça a l'air de vraiment échauder les esprits, et il y a une relation avec l'ours d'amour-haine qui est extrêmement ambivalente, parce que même les chasseurs en Ariège qui ne rêvent que de tuer un ours, qui est totalement interdit, hein, je précise, c'est une espèce extrêmement protégée, c'est récent. Jusqu'en 65, on pouvait tuer l'ours. Jusqu'en 1965. Il en restait plus beaucoup à l'époque. Mais même ces chasseurs-là, si l'ours est le trophée suprême, c'est bien parce qu'il fascine. Hein, c'est un peu comme les types qui vont faire des safaris en Afrique. Alors la fascination se transforme en désir de mort, mais... Et puis la réintroduction est quelque chose qui attise beaucoup de tensions. Après, ce qui m'intéressait aussi, c'était... de parler aussi des difficultés que fait face, par exemple, le monde pastoral et le monde agricole plus largement. Parce que souvent, l'ours, c'est aussi un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans des gens qui sont pris en tenaille avec des politiques, la politique agricole commune, la PAC, qui leur impose beaucoup de choses, tout un tas de contraintes où il faut cohabiter avec les touristes, les randonneurs, il faut cohabiter avec les ours, il faut cohabiter avec l'administration et la bureaucratie qui les écrase. Et c'est compliqué. Donc je cherchais pas à dresser les uns contre les autres, mais vraiment à raconter comment l'ours tout d'un coup devient le révélateur de plein de tensions, de notre incapacité à cohabiter, à faire face avec du sauvage, et en particulier quand on a l'impression d'être en concurrence. Comment ça révèle aussi des problématiques politiques qui dépassent largement l'ours. Justement, à ce propos, tu parlais de complexité, parce que effectivement, ces rapports au vivant et à l'ours
sont complexes. Et justement, dans ton livre, tu donnes de l'épaisseur à des personnes qui sont, on va dire, dans des camps opposés, où peut y avoir aussi des camps qui se retrouvent sur certaines choses, mais on comprend à la fois le berger, à la fois l'éthologue, à la fois donc les défenseurs de l'ours et ceux qui s'y opposent, et qui aimeraient le voir disparaître. Comment, aussi dans le processus d'écriture, on écrit un conflit écologique sans transformer certains personnages en héros et d'autres en méchants? Déjà en étant sur place, en immersion, en vivant sur place, parce que quand on est confronté à la réalité, enfin c'est mon point de vue, hein, mon expérience de la vie, des gens, des êtres purs et des héros, j'en connais pas, ou très peu. Et des monstres absolus, c'est pareil. Enfin, souvent, le monstre est tristement ordinaire. Et donc, en fait, rien n'est tout blanc ou noir. Et puis, on se rend compte que la manière de poser le débat médiatiquement ou dans les réseaux qui est sous le pour ou contre, pour moi, ça ne signifie rien. Ça n'a aucun intérêt. À partir du moment où on pose la question sous l'angle du pour ou contre, hormis si on fait une votation en Suisse, c'est, je sais pas, pour ou contre de mettre plus de passages cloutés dans les villes, j'en sais rien. Bon. Mais sur des questions complexes, tout ce qui est de l'ordre du binaire est une impasse par définition. Et la réalité, c'est que les gens, d'abord, on change, on n'est pas sûr de nous, on n'a pas toujours des avis figés sur tout, on peut être mal informé, on peut se remettre en question. Un berger, il peut tout à fait trouver que ça va, la cohabitation avec l'ours, ça se passe pas trop mal, mais si tout d'un coup, une saison, il y a vraiment des attaques répétées, il est en burn-out, il s'est fait larguer un mois avant, sa mère est en plus malade, là... vraiment, ça va être l'ours, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Encore une fois, je redis cette expression. Mais... Donc, les gens ont des points de vue qui sont souvent plus complexes. Après, parfois, publiquement, on affirme des positions très tranchées parce que c'est comme ça que le débat social, malheureusement, il est souvent posé, notamment quand un journaliste vous tend le micro et que, je sais pas, vous êtes éleveur et que globalement, vous trouvez que la politique de réintroduction, elle s'est faite, ce qui est vrai, sans concertation et en prenant les éleveurs pour des cons. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Vous faites des raccourcis, vous avez des propos caricaturés, etc. Maintenant, les gens ont souvent des positions plus complexes. Donc moi, ça m'intéressait déjà de restituer ça. Tout le spectre, en fait, pas des pour ou contre, mais tout le spectre des affects. D'expliquer aussi que, parce que toute position tranchée, elle est forcément partiellement fausse. Si vous avez des défenseurs de la faune qui débarquent, je caricature un peu, mais effectivement, des grands centres urbains pour les vacances dans les Pyrénées ou dans les Alpes et qui passent 1 heure avec un berger et qui pense avoir tout compris. Et yaka, faut que mettre des chiens en ceci, cela. Par exemple, avoir des patous, donc des chiens de protection qui sont bien éduqués, qui vont pas aller bouffer les randonneurs, mais qui vont bien protéger, qui fonctionnent bien en meute et tout. C'est un travail de plusieurs années pour former ces chiens. Il faut les faire vivre à l'année, les financer. Tout le monde ne sait pas faire ça. Les lignées sont en train d'être se reconstituer. On avait perdu la génétique de ces chiens-là, qui ne sont pas des chiens qui se dressent, qui sont des chiens qui ont un instinct de protection. Donc non, c'est pas juste on prend un chien, on le met dans le troupeau et c'est bon, il n'y a plus de prédation. Et par ailleurs, il y a aussi la théorie. Un certain nombre de brebis tuées est acceptable, et puis il y a la réalité de ce que ça fait à l'affect de vivre ça. Et des fois, des gens qui viennent de l'extérieur qui disent « Oui, enfin, de toute façon, c'est des brebis qui vont être tuées. Ils se foutent de notre gueule, ils élèvent des brebis pour les manger, et puis après, ils pleurent parce que l'ours en a mangé. » Mais c'est pas pareil. Il y a probablement quelque chose de la dissonance cognitive, mais un berger n'est pas éleveur, donc il ne garde les brebis que l'été, et c'est pas lui qui les envoie à l'abattoir. C'est certainement une dissonance cognitive, mais n'empêche, lui, il les protège, et quand il les protège, au moment où il les protège, il est pleinement responsable de leur vie, qu'elles soient en bonne santé, qu'elles soient bien. Et c'est pas parce qu'elles vont être tuées à un autre moment qui a été décrété que lui, il peut tolérer que leur vie soit amputée par rapport à ce qu'il juge être la durée de vie qui était prévue pour elles. Enfin, ouais. Donc c'est évidemment qu'il y a des incohérences là-dedans, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de très grandes douleurs qui sont traversées. Moi, j'avais vraiment envie de restituer ça. Et pour moi, plus le roman, c'est vraiment le territoire de la complexité. Alors certes, on touche moins de gens parce que les gens qui rentrent dans des romans de plusieurs centaines de pages aujourd'hui, ils sont encore nombreux, mais c'est peut-être pas la majorité de la population. Mais par contre, on a vraiment la possibilité de faire un voyage aux gens et de leur faire se poser plein de questions. Et on peut même s'autoriser le luxe de
ce que moi j'essaie de faire, de ne pas donner les réponses parce qu'on n'est pas là pour ça. Ouais, à chacun aussi et chacune de se positionner justement par rapport à ce qui est écrit dans le livre et comment réagissent les personnages. Et nous, ce qui nous a particulièrement plu aussi dans ton livre, c'est ce mélange bien dosé entre une approche documentaire et un souffle romanesque. Et j'imagine, comme tu as vécu aussi dans ce territoire, que cette approche documentaire, elle se base aussi sur des expériences vécues dans ta chair. Est-ce que tu as eu l'opportunité de faire des estives? Est-ce que tu as eu l'opportunité de pratiquer l'affût? Est-ce que ces expériences-là, et peut-être le fait de connaître aussi des bergers, peut-être des éthologues, etc., ça t'a inspiré et permis d'écrire ce livre et ces personnages? Oui, quand j'écris, soit parce que mon métier me le permet, quand j'avais des métiers en coopération, soit parce que je provoque ces expériences, mais j'ai toujours besoin d'être en immersion, déjà pour décrire le milieu d'une manière qui soit incarnée, comment ça me traverse physiquement. Par exemple, j'ai écrit ce livre en 2022, Pire canicule de l'histoire des Pyrénées. On va peut-être battre le record cette année, mais c'était quand même un peu l'apocalypse. Et c'était pas du tout prévu dans le livre que je parle de ça, mais bon, ça m'a vraiment traversée. Et si j'avais écrit le livre une saison de pluie abondante, il aurait été différent. Et puis aussi, ce qui m'intéresse, c'est... moi, j'écris quand même beaucoup à partir des corps aussi. Enfin, si on se pose la question du vivant, il faut se rappeler qu'on est des mammifères et que quand on décrit des gens, ce ne sont pas des purs esprits. Ils sont... Même leur point de vue sur l'ours, il est aussi impacté par s'ils ont le berger, s'il a mal au genou, s'il est fatigué, s'il lui a beaucoup plu sur la tête. Donc voilà, j'ai besoin de traverser ça aussi physiquement, d'observer les gestes pour décrire des métiers avec justesse. D'observer les gens au travail, de voir comment, par exemple, une éthologue qui fait ses affûts et qui remplit ses petites grilles d'éthogrammes, donc des documents très, très, très techniques, très scientifiques, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir une relation presque mystique à la montagne et l'un peut coexister avec l'autre, c'est-à-dire le regard scientifique et un regard beaucoup plus personnel. Et ça, c'est en côtoyant des gens. Donc soit c'est des gens que je connais déjà par mes rencontres par le passé, soit comme c'était le cas pour ce livre, je suis rentrée en contact, ça prend des mois, avec beaucoup de bergères, de bergers. J'ai réussi à convaincre des gens de les accompagner. J'en ai accompagné plusieurs sur différentes estives pour avoir aussi une idée de la diversité et du fait que chaque contexte est unique, chaque point de montagne est unique, chaque relation entre quelqu'un, son chien, ses brebis est unique. Et après, moi, prendre des libertés romanesques, mais en brodant à partir de réalités effectivement très, très documentaires, ce qui me paraissait d'autant plus important que le sujet il est brûlant et qu'on ne peut pas se permettre d'être approximatif quand on écrit sur ces sujets-là. Et du coup, tu dis que tu as accompagné un certain temps, ou en tout cas, tu as eu la chance de pouvoir observer, suivre des bergers ou une éthologue ou un éthologue. Du coup, c'est forcément du temps long, en fait, quand on lit Alma, quand on suit Gaspard le berger dans ce livre, c'est des mois, des semaines vraiment seul en plein milieu du sauvage, alors seul avec un cheval, avec ses chiens, avec les brebis. Mais sans être humain, sans dialogue humain possible, quand on suit Alma aussi dans ses affûts. Qu'est-ce que toi tu retiens de ce temps long-là, voire peut-être de la solitude? Est-ce que c'est des choses que tu as découvertes ou que tu as redécouvert parce que tu as aussi voyagé longtemps, loin, etc., dans la nature, dans le sauvage? Qu'est-ce que ça dit de toi et de ce que tu as envie de transmettre aussi en tant qu'écrivaine? Après, moi, la solitude, ça fait partie de ma vie parce que je passe une bonne partie de l'année donc seule dans cette vallée de l'Ariège par choix, que j'ai besoin de ça pour écrire, que je pars souvent seule en montagne, parfois accompagnée aussi, mais j'aime aussi être seule. Ces bergers, ces bergères, ces scientifiques que j'ai accompagnés, c'est souvent des gens qui ont ce même appétit parce qu'on est en lien beaucoup plus direct avec le monde alentour, avec tout ce qui bouge. On est beaucoup plus connecté d'une certaine façon quand on passe pas par le langage humain pour observer les non-humains. Quand on est privé de la parole, on sans doute on regarde avec plus d'acuité. Donc je dis pas qu'il faut être seul tout le temps et qu'il y a des gens qui fonctionnent vraiment en tribu, mais je crois quand même en particulier quand on veut
avoir une expérience on va dire, de connexion, un peu galvaudée, mais avec une montagne, une rivière, la mer, des animaux, que la solitude est quand même un bon outil pour être vraiment disponible, complètement dégagé du regard d'autres humains. Même si c'est quand même des personnages qui ont des interactions avec d'autres humains, ils sont aussi pris dans des relations sociales, etc. Mais oui, et puis après, ce travail, il s'est fait pour ce livre-là en particulier. J'ai accompagné donc ces différents acteurs dans le monde réel pour créer mes personnages entre février et octobre 2022, donc voilà, sur 6-8 mois. Et puis aussi, il faut quand même préciser que concernant le monde pastoral, j'avais passé énormément de semaines dans ma vie et de mois avec des bergers kirghizes, avec des bergers dans le Caucase, au Tibet, et que donc j'arrivais avec un gros bagage. En fait, je ne suis pas arrivée ignorante de ce monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont laissé les accompagner. Des gens, j'arrivais dans des fermes et ils me voient bouger avec les animaux, ils voient comment je réagis quand 8 chiens arrivent en aboyant, ils voient comment je réagis quand ils me passent un bélier en me disant « tiens-le 2 minutes ». Quand je les aide à curer le pied d'une brebis qui est du piétin, ça pue, il y a du sang, il y a du pu, littéralement. Donc, ça change complètement la donne. Et moi, j'ai vécu avec des animaux, je suis familière des animaux, je marche très bien en montagne, j'ai une bonne condition physique. J'aurais jamais pu les suivre si j'avais pas eu des prédispositions au point qu'à la fin de la saison, je pense que j'aurais très bien pu être bergère. D'ailleurs, je le faisais un peu informellement. Je ne vais pas me vanter de pouvoir être bergère. Je ne dis pas ça, c'est un métier qui demande beaucoup de compétences que je n'ai pas. Mais aider un berger, l'assister, j'aurais probablement pu. Ouais. Et justement, sur cette approche documentaire, en tout cas, nous, ça nous permet en tant que lecteurs et lectrices de vivre aux côtés des personnages, de vivre aux côtés de Gaspard, d'Alma et de Jules. Et peut-être aussi, en tout cas, ça nous invite à observer, à percevoir, à comprendre aussi ce territoire, tout ce qui s'y joue, à comprendre leur métier aussi. Et d'une certaine manière, en fait, via aussi les événements de l'histoire, ça nous engage un peu. Et on ne peut plus rester vraiment indifférent, en tout cas, à ce qui se passe. Et plus encore, ça nous amène à nous interroger sur nos propres rapports au vivant. Est-ce que c'était une des intentions d'écriture, de vraiment nous immerger dans ces réalités et de ne pas nous laisser indifférents et nous amener aussi à nous positionner aussi par rapport à nos propres rapports au vivant? Oui, certainement, puisque quand j'écris un livre, ma volonté première, effectivement, c'est l'immersion. C'est pas de raconter une histoire avec des péripéties, c'est de me dire je vais plonger les gens dans un monde, proche ou lointain. Mais l'Ariège, c'est pas si loin géographiquement de n'importe quel coin de France, mais enfin, c'est probablement très loin ce que je décris de la réalité du quotidien de beaucoup de gens, y compris des gens qui vivent à quelques heures de là, à Toulouse. Donc voilà, l'immersion. Et puis moi, j'ai très envie aussi quand j'écris que les gens ressortent effectivement en ayant été touchés à un endroit ou un autre. Et j'ai envie d'ouvrir des portes, des fenêtres, comme je dis. C'est-à-dire, je veux que les gens, idéalement, après, il y a plein de manières de lire mon livre et je les reçois toutes, mais ils sortent d'un de mes livres en se posant des questions, en fait. J'ai pas envie d'imposer aux gens une manière de penser. Probablement que j'essaie quand même de transmettre certaines convictions, mais j'ai plus envie de susciter de la curiosité. Et comme moi, d'ailleurs, un bon livre ou un bon film m'attire mon attention, tout d'un coup que les gens regardent différemment quelque chose auquel ils prêtaient pas attention, en fait. Parmi toutes ces choses dont tu parles, que tu évoques dans le livre, il y a, alors tu disais, tu l'as écrit dans un contexte particulier en 2022, la pire canicule de l'histoire dans les Pyrénées. Du coup, il y a quand même ce dérèglement climatique qui est assez prégnant tout au long de ce livre-là. C'est pas un sujet abstrait, on le ressent dans le corps, dans les chairs des personnages, dans la sécheresse des paysages, dans le comportement des animaux aussi. Alors, tu disais que si ça n'avait pas été ce contexte-là, peut-être que tu l'aurais pas évoqué comme ça ou de cette manière-là. Est-ce qu'en tout cas, ça a été quand même conscient du fait aussi de parler de ce dérèglement climatique qui est quand même un sujet brûlant, c'est le cas de le dire, écologique aujourd'hui. Est-ce que tu as voulu rendre ce sujet plus accessible par rapport aux rapports scientifiques qu'on peut lire, etc. Ou est-ce que c'était vraiment toi, ce que tu as ressenti et que tu as voulu décrire plus précisément le monde dans lequel évoluaient les personnages, ou il y avait quelque chose de conscient, un peu même d'engagement dans ça?
C'est les deux, c'est-à-dire que, en plus, il se trouve que le climat, c'est le sujet de mon prochain livre, que je suis en train d'écrire depuis l'Arctique, où j'ai passé plus de 7 mois, et je vais retourner 8 mois, là. Mais je pense que je l'aurais traité moins frontalement si la canicule dans ce livre-là, il vous passerait comme des vents fous, si la canicule de 2022 n'avait pas frappé aussi fort. Parce que j'aime pas que les choses soient plaquées, artificielles. Il y avait déjà beaucoup de sujets qui traversaient le livre, mais là, ça s'est imposé. Mais après, effectivement, quand je l'introduis dans le livre, c'est quand même consciemment, j'ai envie de parler de ça. Mais de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, quand on écrit des livres, à part des livres qui se passeraient en ville, et encore, elles sont très marquées... c'est quand même difficile de ne pas parler des bouleversements des paysages. Enfin, si on écrit un livre qui se passe dans n'importe quel milieu rural, de montagne, océanique, et quand on y passe du temps, c'est difficile de ne pas voir les pollutions, la perte de biodiversité pour certains territoires. C'est moins vrai en Ariège, où c'est plutôt le contraire, on a plutôt un regain. Mais par contre, le changement climatique, il est net, il est extrêmement brutal. Là, en quelques années... Il y a un bouleversement complet des saisons qui certes étaient variables d'une année sur l'autre, mais enfin là les températures qu'on a en mai et en juin avec des 1 degré puis 35 puisque nous on a quand même des très fortes variabilités entre la nuit et le jour, c'est quand même le propre de l'altitude et moi j'ai eu une semaine en mai, je faisais du feu, il faisait 3 degrés la nuit, puis après il a fait 30 degrés, il y a vraiment des choses qui n'existaient pas en fait il y a une décennie encore, sans parler de l'enneigement dans les Pyrénées qui cette année a été le plus conséquent depuis 30 ans, mais qui est vraiment... les gens même qui ont vu la situation il y a 20-30 ans, des gens de ma génération qui étaient là quand ils étaient jeunes ou enfants, c'est plus du tout les mêmes hivers, du tout. C'est-à-dire c'est vraiment à l'échelle d'une demi-vie, quoi. C'est même pas une vie humaine. C'est totalement bouleversé. Moi, je suis dans un hameau qui était sous la neige plusieurs mois par an. Ça n'existe plus, ça. Et justement, la montagne qui est vraiment cet endroit où toutes ces choses se déroulent, où le changement climatique a lieu, c'est ce que tu décris. Moi, j'ai l'impression que c'est presque la montagne. La montagne, c'est un personnage à part entière dans ce livre-là. Et toi, tu le disais, en fait, que la montagne, c'est, en tout cas, dans ta vision des choses, c'est pas un terrain de jeu, c'est ni une carte postale, tu le disais avant. C'est plutôt une tierce voie, c'est la montagne, c'est quelque chose c'est un endroit qui se vit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de comment est-ce que toi tu perçois la montagne, même si on en a dit déjà un tas de petites choses juste avant? Moi, je suis très heurtée. C'est pour ça que je suis engagée auprès d'une association qui s'appelle Mountain Wilderness, dont je fais partie de ce qu'ils appellent la grande cordée, d'un ensemble de personnes, certaines très connues, d'autres moins, mais qui accompagne le travail de cette association. Je suis très heurtée par le fait qu'en particulier le massif alpin, mais à peu près tous les massifs de montagne, qu'on nous vende, qu'on nous impose plutôt, cette idée que la montagne devrait être, encore une fois, une aire de récréation et que c'est son seul devenir possible. Je dis pas qu'il faut pas aller se promener en montagne et que c'est mal que les gens aillent en vacances en montagne, qu'il n'y ait pas d'équivoque. Mais les territoires de montagne, d'abord, d'un point de vue naturaliste, c'est des habitats pour plein d'espèces vivantes, très diversifiés grâce à l'étagement. Donc déjà, c'est des milieux de vie, c'est un ensemble d'écosystèmes. Il y a des écosystèmes de landes, il y a des forêts, il y a des écosystèmes glaciaires, post-glaciaires, parce que les glaciers fondent, etc. Donc déjà, voilà, ça c'est la première chose. Et quand on construit des infrastructures, qu'on pompe l'eau, qu'on fait des retenues collinaires pour les barrages, qu'on crée des pistes de ski, je parle même pas de la neige artificielle, enfin de toutes les choses stupides, qu'on met des routes partout, on entrave les conditions de vie de toutes ces espèces, des plus microscopiques jusqu'aux plus visibles, les ours, dont c'est l'habitat. Et il se trouve que c'est quand même historiquement les territoires les moins densément peuplés en France, parce que c'est plus compliqué de construire beaucoup dans des pentes, quoi. Donc ça me heurte vraiment beaucoup qu'on essaye de nous imposer cette idée, et y compris dans des territoires reculés comme chez moi, que en gros, on a vocation à être juste des aires d'accueil de touristes, des aires de récréation, et c'est tout. Historiquement, les montagnes, c'est des territoires en tout cas, les humains leur plutôt donné une vocation agricole. C'est très récent, le tourisme en montagne. Ça a 2 siècles pour les premières cures thermales et les débuts de l'alpinisme. Et puis la massification, c'est cette dernière décennie, j'ai envie de dire, les quelques dernières.
pour l'industrie du ski. Donc c'est un épiphénomène dans l'histoire des montagnes, et par ailleurs, il y a plein de massifs de montagnes ailleurs dans le monde qui ne sont pas du tout considérés comme des aires de récréation. Parce que considérer la montagne comme un terrain de jeu, ça a vraiment beaucoup de conséquences en termes d'aménagement. Là, j'étais dans le parc national des Pyrénées jusqu'à hier matin, je remettais un prix de la nouvelle organisée par le parc. J'allais me balader dans un endroit qui était très emblématique parce qu'ils ont fait tout un tas d'aménagements immondes avec des sortes de bancs en fer forgé gigantesques, enfin des trucs inutilisables, laids, des verrues, comme si on ne pouvait pas s'asseoir dans l'herbe. Et c'est-à-dire que voilà, toute cette vision, elle va avec la montagne balisée, où on met des infrastructures, où on met des... Elle devrait être un lieu adapté au divertissement. Or, je trouve que c'est très bien que les gens aient passé du temps en montagne. C'est un milieu qui permet d'éprouver plein de choses, de traverser plein de choses physiquement, psychologiquement, se confronter à la beauté, etc. Mais je pense qu'il faut faire un vrai travail d'éducation pour que les gens y aillent en ayant conscience qu'on n'est pas juste chez nous, dans notre terrain de jeu. Et que quand on circule dans la montagne, chaque pas qu'on fait, quand on se baigne dans les lacs, le bruit qu'on fait, les déchets qu'on produit, ils ont un impact sur d'autres êtres vivants. Et puis après, d'un point de vue, oui, presque plus spirituel, presque, je dirais, ou mystique, quand on vit en montagne, on est confronté à cette force, à ces entités qu'on connaît presque comme des personnes. On les nomme, on les voit, on y est attaché, on y est lié. Et ça, évidemment, ça transcende cette vision qui est juste celle de la carte postale. Oui, c'est beau, mais c'est pas beau juste parce qu'il y a ce relief, encore une fois, de carte postale. C'est beau aussi, c'est d'autant plus beau quand on apprend à se poser, à regarder, à nommer les plantes, à observer les animaux, à s'intéresser à ce qui est petit, discret, à reconnaître les oiseaux. Et ça demande du temps. Et je ferai une dernière parenthèse aussi, il y a tout le développement des sports extrêmes et du trail comme sport de masse, etc., comme pratique, je dirais. C'est pareil, moi je cours depuis que j'ai 12 ans, donc je ne vais pas dire aux gens de ne pas aller courir dans la montagne, j'adore ça, j'ai toujours adoré me déplacer en courant parce que j'aime courir. Mais la massification de ces pratiques, du ski hors piste, je ne parle même pas des pratiques de l'extrême parce que personnellement je les trouve juste stupides, mais avec ce rapport à la prise de risque, on va chercher le danger en montagne. La montagne n'est pas dangereuse. C'est un milieu auquel on est mal adapté et on a des compétences physiques quand même assez ridicules par rapport à beaucoup d'animaux. Mais la montagne n'est pas dangereuse intrinsèquement. C'est les gens qui font des choses dangereuses, qui ont des comportements dangereux quand ils croient qu'ils sont Kylian Jornet et ils vont faire le Mont Blanc en courant parce qu'ils ont vu qu'il y avait du soleil en bas. C'est un milieu qui a une forte variabilité météo, qui demande beaucoup de connaissances, qui demande de prendre le temps. Moi, j'ai aucun membre de ma famille qui m'a initiée. Ça m'a mis des années et des décennies de commencer à peu, savoir bien m'orienter, pouvoir prendre des décisions. Et évidemment, je n'aurais pas assez d'une vie pour être capable de toujours les prendre de la bonne manière. Mais au moins, il faut se comporter avec un peu d'humilité, quoi. J'aurais plein de choses à dire. Je voudrais rebondir sur plein de choses aussi parce que je fais pas mal de trail. Je suis ambassadrice d'une association locale en Alsace de trail féminin qui s'engage aussi sur la question environnementale et toute cette massification du trail, les grands événements by UTMB, c'est des choses dont j'aime bien parler et dire que voilà, enfin, il faut vraiment être attentif et s'interroger quand on prend le dossard pour une course, etc. sur toutes ces questions-là. Merci de les évoquer. Le temps tourne. Je vais laisser la parole à Anthony pour une ou deux questions encore. Justement, là, on parlait de tous les enjeux politiques, sociaux et écologiques qui entourent la montagne. Il me semble que tu te définis pas comme écrivaine militante, mais en tout cas, tu es une écrivaine qui s'engage. On le voit ici par tes mots. Est-ce que tu veux nous parler un peu de tes revendications ? Enfin, tu en as aussi peut-être un peu parlé, mais des espoirs que tu portes aujourd'hui. Et est-ce que, selon toi, la littérature est un bon moyen pour inviter les gens à s'engager ? Alors, j'emploie pas le mot militant, pas parce que pour moi il est péjoratif, mais parce que j'ai fréquenté des militants en Amérique latine, en Afrique, en Asie, qui mettent vraiment leur vie en jeu et qui sont extrêmement actifs dans des organisations, dans des collectifs, et que je ne le suis pas, donc ça me paraîtrait un peu prétentieux quelque part de me décrire comme militante, même si peut-être que d'une certaine manière je milite. En tout cas, engagée, c'est sûr. Déjà, je dis souvent, au sens littéral, moi, mon travail, il est engagé physiquement. Voilà, quand j'écris, je sais pas, en passant des mois dans des milieux, il y a un engagement physique.
c'est pas une prise de risque, je fais bien mieux, mais c'est un engagement physique. Et puis pas que physique, je mets ma vie entre parenthèses, j'ai fait des choix qui ont eu de grandes conséquences sur le reste de mes activités professionnelles, ma vie personnelle, etc., pour écrire ces livres, pour les défendre. Donc ça, c'est un premier engagement. Et aussi parce que je pense qu'effectivement, mes livres ne sont pas des manifestes du tout, mais il y a quand même des idées qui les traversent, que je défends et dont j'ai envie qu'ils soient aussi le véhicule. Après, l'autre question, c'était des sources d'espoir. Puis mon engagement, il se traduit aussi par des engagements associatifs en marge, mais qui sont liés directement à ce que j'ai écrit et où mes livres servent un peu de véhicule. Je parlais de Mountain Wilderness, une association avec laquelle je travaille. Plus localement, les Pyrénées, je suis aussi membre de l'association Moraine qui défend les glaciers. Je travaille avec Marche Sauvage, qui est notre association qui travaille sur réfléchir comment... je dirais que je suis une artiste amie de Marche Sauvage. Je ne fais pas partie du bureau de l'association, mais je les mentionne parce qu'ils réfléchissent vraiment comment les écosystèmes post-glaciaires sont aussi des nouveaux mondes qui naissent, de nouveaux écosystèmes qui naissent de la fonte des glaciers et comment on peut peut-être avoir une relation plus juste avec ces milieux plutôt que de les piller et de les exploiter. Donc voilà, il y a des gens qui portent des idées qui m'intéressent et j'essaye... de les accompagner et j'essaie de les accompagner aussi parce que je pense qu'en effet le récit c'est aussi le cas de la chanson, du cinéma, de la BD, enfin voilà, il y a plein de formes de récit. Moi mon outil c'est le roman, la fiction et le récit et en particulier quand la littérature, je pense que c'est un outil exceptionnel pour faire remuer des choses en chacun. Et donc peut-être collectivement, alors c'est vraiment mettre ses petites graines pour reforester, pour participer à la régénération. Mais oui, déjà le roman, c'est quand même un art sobre et robuste. C'est-à-dire que oui, la filière du livre, c'est compliqué à l'empêcher, etc. Mais moi, j'ai pas besoin, comme pour le cinéma, de gros moyens pour produire mes livres. C'est quand même... évidemment, imprimer des livres, tout ça, ça consomme du papier. On va pas entrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, c'est un art sobre et robuste qui a un peu traversé toutes les crises. Et je crois beaucoup dans le pouvoir de la fiction. Et oui, du coup, mes fictions, elles sont engagées. Et justement, pour conclure, on voulait parler un peu de tes actualités. On sait que tu es parti vivre, comme tu l'indiquais, au Svalbard pendant plusieurs mois et que tu vas y repartir. Et que tu écris en ce moment un nouveau roman. Est-ce qu'on doit s'attendre à une fiction qui prend place au Svalbard ? Oui, tout à fait. Je peux le dire parce que j'ai travaillé... mon projet a été appuyé par une institution qui aide les artistes à mener les projets au Svalbard, des artistes pluridisciplinaires. Donc Svalbard étant un archipel qui se situe à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle Nord, c'est l'endroit le plus au nord du monde où il y a des êtres humains à l'année. C'est une petite communauté de 2000 habitants, pas de population autochtone, essentiellement des scientifiques. Et aussi des gens qui, malheureusement, soutiennent l'industrie du tourisme polaire, qui se développe à vive allure. Mais le Svalbard, c'est aussi le territoire où il y a la base scientifique internationale avec les centres de recherche européens qui travaillent sur l'Arctique. Il y en a aussi une en Russie et il y en avait une en Alaska. Je pense qu'elle est en train d'être mise à mort par Trump. Et donc, tous les gens qui travaillent aujourd'hui, beaucoup de gens qui étudient le climat le font depuis l'Arctique, qui est vraiment un point de bascule climatique. Un territoire où ça change très vite. Et puis, si toute la calotte groenlandaise fond, ça a quand même des conséquences extrêmement majeures. Le Groenland n'est pas très loin du Svalbard, géographiquement. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était d'aller travailler avec ces scientifiques, d'aller sur cette base internationale de recherche, de passer beaucoup de temps avec eux et aussi dans ces communautés, et puis de passer aussi suffisamment de temps pour voir moi-même avoir un début de connaissance suffisante de ce territoire pour comprendre un peu ce qui se jouait dans la transformation des paysages, puisque le Svalbard est très largement couvert de glaciers qui fondent à très vive allure. Donc c'est le projet sur lequel je suis en train de travailler et qui m'aura occupé 2 ans de ma vie quand je l'aurai probablement fini là cet automne. Il paraîtra en août 2027. Trop bien. Hâte de découvrir ça. Merci beaucoup, Clara. Moi, je le disais, j'aurais plein de questions encore, mais on va te laisser filer parce qu'on sait que tu dois y aller. Merci pour tes mots, merci pour ton engagement et merci pour ce que tu lis. J'ai hâte de lire tous les autres que je n'ai pas lus avant et vous passerez comme des vents fous. Merci à toi et on te dit peut-être à bientôt. Merci à tous les deux pour votre temps et pour la rencontre. Merci beaucoup, Clara. Merci, Léa. À bientôt. Merci à vous deux. Ciao, ciao.
Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à ajouter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ton soutien m'est précieux. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour, faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.